Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver les amis, j'espère que vous allez bien, on est toujours le 10 du 10, et oui, 2020, 20, 20, 10, 10, un autre 20, 3 20, oh, j'espère que vous allez bien. Pendant ce temps-là, on va aller voir quelque chose de fascinant, ça nous est amené par Akai, Sciences et Sociétés Côtières, Magazine, l'île que les humains ne peuvent pas conquérir. Deux biologistes de l'Alaska Maritime National Wildlife Refuge étudient les colonies d'oiseaux de mer sur les falaises de l'île Hall, juste au nord de l'île Saint-Mathieu, dans la mer de Bering. Wow! Toute une photo, hein? Tout un paysage. Un texte de Sarah Gilman, photo de Nathaniel Wilder. Ça a été publié environ le 6 octobre 2020, tiens. On dit que l'île Saint-Mathieu est l'endroit le plus isolé d'Alaska. Blotti dans la mer de Bering à mi-chemin de la Sibérie, il est bien plus de 300 km et à 24 heures de bateau des établissements humains les plus proches. Il a l'air justement interdit, la façon dont il émerge de son drap de brouillard, comme la propagation sombre d'une aile. Des montagnes courbes et sans arbres peuplent sa bande de terre, plongeant dans des falaises soudaines, où elle rencontre les vagues. Au nord de Saint-Mathieu se trouve l'île plus petite et plus escarpée de Hall. Un château de pierre appelé Pinacle monte la garde sur le flanc sud de Saint-Mathieu. Mettre le pied sur cette terre éparse entourée d'un océan sans fin, c'est se sentir englouti par le nulle part au centre d'une rose des vents noyés. Ma tête nage un peu plus alors que je regarde dans une fosse peu profonde sur la pointe nord-ouest de Saint-Mathieu. Nous sommes à la fin du mois de juillet 2019 et l'air bourdonne avec les frissons des campagnols chantants endémiques de l'île. Les fleurs sauvages et le cotonnier constellent la toundra qui s'est développée au-dessus de la dépression à mes pieds. Mais il y a environ 400 ans, c'était une maison creusée à mi-chemin dans la terre pour empêcher les éléments d'entrer. C'est le plus ancien signe humain de l'île, la seule maison préhistorique jamais trouvée ici. Une mâchoire de baleine en croûte de lichen, ou de lichen plutôt, pointe vers la mer, l'aiguille plein nord de la Rose. Comparé à des baies et des plages plus abritées du côté est de l'île, cela aurait été un endroit relativement difficile pour s'installer. Les tempêtes frappent régulièrement cette côte avec toute la force du large. Pas moins de 300 ours polaires passent l'été ici, avant que les Russes et les Américains ne les chassent à la fin des années 1800. Les preuves suggèrent que les occupants de la fosse ne l'ont probablement pas utilisée pendant plus d'une saison, selon Dennis Griffin, un archéologue qui travaille à l'archipel depuis 2002. Les fouilles du site se sont révélées suffisamment nombreuses pour suggérer que les gens de la culture thuléenne, les précurseurs des Inuits et des Yupik, qui habitent maintenant les côtes nord-est de l'Alaska, l'ont construit, mais Griffin n'a trouvé aucun signe de foyer et seulement une fine couche d'artefacts. On peut voir une mâchoire de baleine en croûte de lichen qui pointe vers le détroit de Sarychev depuis le site d'une maison Thulé, vieille de 400 ans sur l'île de Saint-Mathieu en Alaska. Les Zunangan ou Aléoutes des îles Aléoutiennes et Pribilof au sud racontent l'histoire d'un fils ou du fils d'un chef qui a découvert les Pribilof, alors inhabités, après avoir été égaré. Il y a hiverné, puis est rentré chez lui en kayak le printemps suivant. Les Yupik de l'île Saint-Laurent, au nord, ont une histoire similaire à propos de chasseurs qui se sont retrouvés sur une île étrange où ils attendaient l'occasion de rentrer chez eux sur la banquise. Griffin pense que quelque chose de similaire est peut-être arrivé aux personnes qui ont creusé cette maison et elles se sont réfugiées ici en attendant leur chance de partir. Peut-être qu'ils l'ont fait, me dira-t-il plus tard, ou peut-être qu'ils ne l'ont pas fait. Un ours polaire aurait pu les attraper. En Amérique du Nord, de nombreuses personnes pensent que la nature sauvage est un endroit pratiquement épargné par les humains. Les États-Unis le définissent ainsi, en droit.
Cette idée est une construction du passé colonial récent. Avant l'invasion européenne, les peuples autochtones vivaient, chassaient et géraient la plupart des terres sauvages du continent. L'archipel de Saint-Mathieu, désigné comme une zone sauvage officielle en 1970 et faisant partie de l'Alaska Maritime National Wildlife Refuge en 1980, aurait eu beaucoup à leur offrir aussi, des lacs d'eau douce regorgeant de poissons, beaucoup des mêmes plantes que les cultures continentales mangeaient, de nombreux oiseaux marins et mammifères marins à chasser, et pourtant, parce que Saint-Mathieu est si éloigné, la fosse solitaire suggère que même les peuples autochtones experts en navigation de l'Alaska n'ont peut-être jamais été que des visiteurs accidentels ici. D'autres qui ont suivi son arrivée avec l'aide d'infrastructures ou d'institutions importantes, aucun n'est resté longtemps. Je suis venu sur ces îles à bord d'un navire appelé le Tiglax pour accompagner les scientifiques qui étudient les oiseaux de mer qui nichent sur les falaises de l'archipel. Mais je voulais aussi voir ce que c'était que d'être dans un endroit qui rejette si profondément la présence humaine. Sur ce, le dernier jour complet de notre expédition, alors que les scientifiques se précipitent pour collecter des données et emballer des camps de l'autre côté de l'île, la maison des puits semble être un meilleur avantage que la plupart des autres. Je m'abaisse dans la dépression, scrutant la mer, les bandes de soleil scintillant à travers la toundra par cette journée exceptionnellement claire. J'imagine regarder la glace de mer de l'hiver en attendant qu'elle vienne. J'imagine regarder les ours polaires en espérant qu'ils ne le feront pas. On ne sait jamais, m'avait dit un biologiste du refuge à la retraite avant de monter à bord du Tiglax. Je garderai les yeux ouverts. Si vous voyez quelque chose de grand et de blanc là-bas, regardez-le 2 fois. Autrefois, ces îles étaient des montagnes, des points de passage sur le sous-continent de la Béringie qui rejoignait l'Amérique du Nord et l'Asie, puis l'océan a englouti la terre autour des sommets, les a cachés dans d'épais brouillards d'été, les a rendus seuls. 100 personnes vivant assez longtemps pour regarder son histoire, ils sont devenus le genre d'endroit où la découverte pouvait être pérenne. Le lieutenant Ivan Sind de la marine russe, inconscient de la fosse, croyait avoir trouvé la plus grande île en 1766. Il la nomma en l'honneur de l'apôtre chrétien Matthieu. Le capitaine James Cook a cru l'avoir découvert en 1778 et l'a appelé Gore. Les baleiniers qui sont venus sur l'archipel l'ont plus tard appelé simplement l'île de l'ours ou les îles de l'ours. Vers l'hiver 1809-1810, un groupe de Russes et d'Unangan décampa ici pour chasser les ours pour la fourrure. Selon la source que vous consultez, de nombreux Russes sont morts du scorbut, tandis que les Unangan ont survécu, ou une partie ou la plupart des membres du groupe ont péri lorsque les mammifères marins sur lesquels ils comptaient se déplacer au-delà de la portée de leur chasse tous étaient tellement tourmentés par les ours polaires ont dû quitter. En effet, lorsque le naturaliste Henry Elliott visita les îles en 1874, il les trouva grouillantes de brun. Jugez de notre étonnement de trouver des centaines de grands ours polaires dormant paresseusement dans des creux herbeux ou déterrant de l'herbe et d'autres racines, broutant comme des porcs, a écrit Elliott, bien qu'il semblait les trouver moins terrifiants qu'intéressants et savoureux, alors que son pari en était tué certain. Il a noté que les steaks étaient d'excellente qualité, donc il en avait chassé beaucoup. Vraiment un petit texte poétique, hein? Tout un coin de pays, c'est fascinant. Une vue aérienne du coin nord-ouest de l'île Mathieu, le petit groupe d'îles inhabitées s'étend sur plus de 300 km à travers la mer de Bering depuis le continent, ce qui en fait l'endroit le plus isolé, d'Alaska. Oh là là! Même après la disparition des ours polaires, l'archipel est resté un endroit difficile pour les gens. Le brouillard était sans fin, le temps, l'isolement extrême. En 1916, la goélette électrique Great Bear de l'Arctique a heurté les brumes et a fait naufrage sur Pinacle. L'équipage a utilisé les baleiniers pour transporter environ 20 tonnes de fournitures à Saint-Mathieu pour installer un camp et attendre de l'aide. Un homme nommé N.H. Bokum a réussi à construire une sorte d'émetteur à partir de tout et de rien, et grimpant chaque nuit au sommet d'une falaise pour capter les appels SOS, mais il a abandonné après avoir conclu que l'air détrempé interférait avec son fonctionnement. De plus,
De plus en plus agités au fil des semaines, les hommes brandissaient des couteaux sur le jambon lorsque le cuisinier essayait de les rationner. S'ils n'avaient pas été sauvés après 18 jours, Great Bear, le propriétaire John Borden, a déclaré plus tard que ce désespoir aurait été le premier avant-goût de ce que l'hiver aurait apporté. Les militaires américains stationnés à Saint-Mathieu pendant la Seconde Guerre mondiale ont eu un échantillonnage plus approfondi des extrêmes hivernaux de l'île. En 1943, la garde côtière américaine a établi un site de navigation à longue portée sur la côte sud-ouest de l'île, faisant partie d'un réseau qui aidait les avions de combat et les navires de guerre à s'orienter sur le Pacifique à l'aide d'impulsions régulières, d'ondes radio. La neige à la station de Laurent dérivée jusqu'à 8 mètres de profondeur et les blizzards de vitesse des ouragans ont duré en moyenne 10 jours. La glace de mer a entouré l'île pendant environ 7 mois de l'année. Lorsqu'un avion a largué le courrier à plusieurs kilomètres de là pendant la période la plus froide de l'année, les hommes ont dû former 3 équipages et effectuer une rotation par équipage juste pour les récupérer, traînant un toboggan de fournitures de survie au fur et à mesure. Les autres saisons n'étaient pas beaucoup plus accueillantes. Un jour, 5 militaires ont disparu lors d'une course de bateau, malgré une mer calme. La plupart du temps, l'île a fait rage avec le vent et la pluie, transformant la toundra en mer de boue. Il a fallu plus de 600 sacs de ciment pour poser les fondations des huttes concept de la gare. La garde côtière, inquiète de la façon dont les hommes s'en sortiraient dans de telles conditions, s'ils étaient coupés du ravitaillement, a introduit un troupeau de 29 rennes à Saint-Mathieu comme stock de nourriture en 1944, mais la guerre a pris fin et les hommes sont partis. La population de rennes sans prédateurs a explosé. En 1963, il y en avait 6 000. En 1964, presque tous avaient disparu. L'hiver les avait, et oui, emportés. De nos jours, la station Lorane n'est guère plus qu'un pôle imposant, ancré par des câbles métalliques à une falaise au-dessus de la plage entourée d'un large éventail de débris. On peut voir ici la plage récupère lentement une cache de barils en désintégration à la station de navigation à longue portée abandonnée de la garde côtière de l'île Saint-Mathieu. Le 5e jour de notre expédition d'une semaine, plusieurs d'entre nous marchent sur les restes affaissés d'une ancienne route menant au site, près du poteau qui tient toujours. Un 2e est tombé, un 3e, un 4e. Je trouve des piliers carrés en béton, des fondations, des huttes concept. Une toilette se trouve seule sur une hauteur, la cuvette face à l'intérieur des terres. Je m'arrête à côté d'un biométricien nommé Aaron Christ alors qu'il prend des photos d'un tas de barils rouillés qui hurle avec l'odeur du diesel. Nous sommes doués pour construire des choses merveilleuses, dit-il. Après un moment, nous sommes terribles pour les démolir et les nettoyer. Et pourtant, la toundra semble en reprendre lentement la majeure partie. Le monk soude et le saule nain deviennent épais et spongieux sur la route. Mousse et lichen, doigts sur le métal cassé et le contreplaqué dentelé, l'étirant vers le bas. Sur d'autres sites d'occupation brève, c'est la même chose. La terre consomme les poutres des cabanes tombées que les trappeurs de renards saisonniers ont érigées. Probablement avant la Grande Dépression, la mer a balayé une hutte que des scientifiques en visite ont construite près d'une plage dans les années 1950. Quand la garde côtière a sauvé la grande ours de l'équipage en 1916, la grande équipage de la grande ours, ils ont tout laissé derrière eux. Griffin, l'archéologue, a trouvé peu de charbon, mais éparpillé lorsqu'il a visité le camp ou le site du camp en 2018. Les pêcheurs et les militaires ont peut-être pillé, mais ce qui était trop saccagé pour être récupéré. Peut-être le phonographe, les caméras, les bouteilles de champagne semblent avoir emporté ou nagé dans le sol. Le dernier des rennes traînant, une femelle seule et boiteuse, a disparu dans les années 1980. Pendant longtemps, des crânes de rennes ont salé l'île. Maintenant, la plupart sont partis. Les rares que je vois sont enterrés jusqu'aux pointes de leur bois, comme submergés dans l'eau verte montante. La vie ici repousse, se développe, oublie. Pas invinciblement résilient, mais déterminé et sûr. Sur l'île Hall, je vois un oiseau chanteur nichant dans une cache d'anciennes batteries et les renards roux ayant remplacé la plupart des renards arctiques indigènes de Saint-Mathieu, après avoir traversé sur la glace de mer, ont creusé des tanières sous les chantiers de construction de Lorane et plusieurs débris. Les campagnols chantent et chantent. L'île leur appartient. L'île est la leur. Le lendemain matin, le crépuscule se lève. La lumière et les nuages tachés de ci et pas par la fumée des incendies de forêt qui brûlent dans les forêts lointaines. Je repère quelque chose de grand et de blanc en traversant le lobe sud
plat de Saint-Mathieu et je me fige en plissant les yeux. Le blanc commence à bouger pour sprinter vraiment. Pas un ours comme l'avait laissé entendre le biologiste à la retraite, mais 2 cygnes à pied. 3 cygnets glissent dans leur sillage alors qu'ils se tournent vers moi. J'aperçois un éclair de marsouinage orange dans l'herbe derrière eux. C'est un renard roux. Les cygnets semblent ignorer leur poursuivant, mais leur poursuivant est conscient de moi. Il s'éloigne de la chasse pour s'installer à quelques mètres de là, broussailleux aux yeux dorés et marbrés, comme le lichen sur la falaise. Il tombe sur le côté et se frotte abondamment contre un rocher pendant quelques minutes, puis s'élance en zigzag, possédé, me laissant glousser. Après qu'il soit parti, je m'agenouille pour renifler le rocher, ça sent la saleté. Je frotte mes propres cheveux contre elle, juste pour dire « Hé !» On peut voir un renard roux qui vient inspecter de plus près les visiteurs humains du côté sud de l'île. En continuant, je remarque que les objets éloignés semblent souvent être une chose, puis se résolvent en une autre. Les côtés de bois flottés se révèlent être des os de baleine. Une carcasse de morse putride se révèle être la motte d'un arbre battu par les vagues. Des artefacts improbables sans histoire, une échelle, un ponton en métal, parfois détachés du sol, déposés loin à l'intérieur des terres, je suppose par des tempêtes. Quand je ferme les yeux, j'ai la vague sensation que les vagues roulent à travers mon corps. Doc Rock, quelqu'un appellera cela plus tard. La sensation, après avoir passé du temps sur un bateau, de la mer emportée avec vous sur terre, de la terre assumant le mouvement fantôme de l'eau sous vos pieds. Il me revient à l'esprit que pour vraiment arriver à Saint-Mathieu, il faut perdre suffisamment ses repères pour sentir la ligne entre les deux se brouiller. Désorienté, je peux sentir le paysage comme fluide, un métamorphe aussi sûr que la motte et les os de baleine, quelque chose qui se refait de montagne en île, qui se disperse et avale les signes laissés par ceux qui passent. Je considère les bords érodés de l'île. Certaines falaises sur des vieilles photos sont tombées ou se sont déformées en piles marines. Je regarde les quelques rayons du soleil sur l'eau claire, la lumière sépia touchant des nattes sombres de varech sur le sol de Bering. Des mondes entiers submergés ou pulvérisés en galets, sable et limon. Un vélage de la terre en mer, la redistribution de la terre en un avenir inconnaissable. Un bon endroit pour se rappeler que chacun de nous est si bref que nous ne nous tenons jamais sur une base solide. Le vent fouette des mèches de cheveux hors de ma capuche et dans mes yeux alors que j'enfonce mes paumes dans le sol de la fosse. Cela semblait assez ferme pour le moment. Qu'elle soit encore visible après quelques siècles me rassure, une petite ancre contre les courants traînants de cet endroit. Finalement, cependant, j'ai froid et je grimpe. Je dois retourner à mon camp, près de là où le Tiglax attend au mouillage. Nous repartirons vers le sud, au-dessus de Bering, vers d'autres îles et aéroports dans la matinée. Mais d'abord, je vise par voie terrestre une crête haute et grise à dos de baleine grise à quelques kilomètres que j'admire. Depuis le navire de notre arrivée, la lumière du soleil qui a rayé les collines ce matin s'est estompée. Un après-midi de brouillard descend alors que je serpente sur l'herbe verte électrique, puis grimpe main dans la main sur un ruban de talus escarpé. Je finis dans le néant. Un des biologistes m'avait dit lorsque nous avons discuté pour la première fois de mon errance seule, que le brouillard se referme sans prévenir, que lorsque cela se produirait, je voudrais un GPS pour m'aider à retrouver mon chemin. Le mien fonctionne mal, alors je passe par la sensation en gardant la pente abrupte du visage de la crête sur ma gauche, surpris par des plans et des pics que je ne me souvenais pas avoir vus d'en bas. Je commence à me demander si j'ai accidentellement descendu l'arrière en pente douce de la crête au lieu de marcher sur son sommet. Le brouillard s'épaissit jusqu'à ce que je ne vois qu'un mètre ou deux devant moi, saisi encore, jusqu'à ce que moi aussi. Puis brusquement, le brouillard se brise et la descente de la montagne se dégage. Soulagé, je me faufile à travers les collines et sur la crête de la dernière, je vois le Tiglax dans la baie Placide au contrebas. Le navire souffle sa corne de brume dans un long salut que je lève la main vers le ciel. Vraiment, wow! Un beau papier qui nous parle d'une île extraordinairement, wow, fascinante que les humains ne peuvent conquérir. Vraiment un endroit lointain, hein, et vraiment
mystérieux. Je voulais vous partager ça parce que je trouvais ça vraiment beau. Puis je trouvais ça étrange qu'on ait vraiment une île que les humains ne peuvent pas conquérir.